Une antilope, comme celle-ci. Ah non, c'est pas une vraie. Des girafes, des panthères, éventuellement des zèbres ou encore des cercopithèques. Si vous voyez toute cette population en un seul et même endroit, aucun doute, vous êtes dans un zoo. Eh bien, c'est notre cas aujourd'hui. Nous sommes dans l'un des 16 parcs animaliers que comptent les Pays de la Loire. Pour parler d'eux, de leur utilité ou pas, de l'attraction animale plus largement, du fait que certains les apprécient, d'autres non, du bien-être des animaux et puis des contrôles qui peuvent avoir lieu aussi bien pour vérifier comment sont traités les animaux que comment sont accueillis les visiteurs. Des invités, des reportages, ceux qui apprécient les zoos comme ceux qui ne les aiment pas auront la parole et vous ensuite, vous forgerez votre opinion. Enquête de région commence, bienvenue, bonsoir. Nous sommes au bioparc de Douai-la-Fontaine, ça se trouve dans le Maine-et-Loire, nouvellement appelé Douai en Anjou. C'est un endroit où vivent 1000 animaux provenant de 125 espèces et ils ont 15 hectares pour évoluer devant le public, surveillés par 35 salariés. Et c'est un lieu qui attire les gens puisque l'an dernier, vous étiez 230 000 visiteurs pour vous promener dans les allées de ce parc. C'est ainsi le premier site touristique du département de Maine-et-Loire. Comme est le premier site touristique du département de la Mayenne, le refuge de l'Arche de Château-Gontier. C'est un lieu assez original qui recueille des animaux qui ont été maltraités, blessés par les hommes, souvent placés par la justice. Eh bien, ce lieu les soigne et ensuite les présente au public. Pierre-Éric Ali, Sarah Bencherifa. Au refuge de l'Arche, on aime le monde animal, mais aussi les chiffres. 100 000 visiteurs par an, plus de 1200 animaux et 130 recueillis chaque année par la partie Association de sauvegarde. Animaux de nos contrées qui, eux, une fois soignés, seront relâchés dans la nature, comme les buses ou éperviers. Pour les tigres ou les ours, en revanche, c'est un peu plus compliqué. Alors, ils font la joie des visiteurs, en particulier des enfants. Ah oui, ils adorent, oui. Oui, quand on dit revoir les animaux, ils adorent ça, oui. Quel âge ils ont, vos enfants? 2 ans et 6 ans. Qu'est-ce qui les impressionne le plus? Les tigres, les lions, les loups, l'ours aussi qu'on a vu. Et puis entre la balade sur le site et la séquence pique-nique, la journée est vite passée. Mais attention, si ce refuge est bien un parc animalier, ce n'est pas un zoo. Tous ces pensionnaires ont une histoire atypique et parfois douloureuse. Abandonnés, détenus illégalement, blessés, ils sont là par obligation. Aucun animal n'est acheté. Non, c'est pas un zoo, c'est du bénévolat, c'est tout ce qui est les animaux qui sont malades ou qui sont, je sais pas comment dire. Ils sont maltraités. Ouais, voilà. Et ils sont placés là, on va dire en carence, je pense. Justement, je trouve que c'est une très bonne initiative d'avoir tous ces animaux qui n'ont pas eu une vie forcément facile juste avant. Donc voilà, qu'ils aient des soins appropriés et que des gens prennent soin d'eux, c'est vraiment super. C'est aussi pour ça qu'on est venu ici. Et on a regardé un peu les pancartes chez certains, voir d'où ils venaient, les cirques ou les zoos, où ils ne voyaient pas forcément un brin d'herbe. C'est vrai qu'on a pris le temps de lire un peu pour chacun. Voir leur comportement, notamment chez les singes, c'est plutôt intéressant de voir comment ils interagissent entre eux, de voir les courses-poursuites, les petits qui jouent ou qui grimpent aux arbres, c'est assez intéressant. Et depuis sa création en 1968, quand tout a commencé par un cormoran blessé et recueilli, le refuge a bien grandi sur les communes de Saint-Fort et de Château-Gontier, mais il garde toujours son idée de départ, la protection des animaux et une certaine forme de militantisme. L'idée, c'est ça aussi, que l'ouverture au public soit un moment donné à nos visiteurs pour qu'ils soient clairement interpellés sur la condition de l'animal sauvage aujourd'hui en France et dans les pays occidentaux d'une manière générale. Dernier détail, le refuge de l'Arche, ce sont plus de 200 € par jour nécessaires à l'alimentation des animaux. Une dépense financée à 70% par les entrées. Alors évidemment, les visiteurs seront toujours les bienvenus. Retour dans la carrière des fantômes de l'Himalaya. On va vous expliquer ce que c'est dans un instant avec le co-directeur du bioparc de Douai-la-Fontaine. Bonsoir François Guay. Bonsoir. Évidemment, merci de nous recevoir. On entend les termes, c'est pas un zoo, c'est un zoo. Ici c'est un bioparc. On est dans un zoo ou pas?
Bien sûr qu'on est dans un zoo, mais je pense qu'il y a autant de zoos que d'hommes qui les dirigent et ces zoos sont à l'image de leur époque. Alors un zoo, c'est quoi concrètement? Un zoo, c'est d'abord un lieu dans lequel on reçoit des animaux exotiques pour la grande majorité et l'on sensibilise nos visiteurs aux problématiques qui se posent pour ces animaux dans leur milieu sauvage. Donc c'est évidemment du divertissement, mais au-delà de ça, c'est de la pédagogie, c'est des recherches scientifiques, c'est des missions de conservation ex situ, c'est-à-dire en captivité, comme in situ dans les pays d'origine de ces animaux. C'est pour ça que vous avez dévié, changé un peu le mot, enfin carrément d'ailleurs, de zoo, on est passé à bioparc. C'est ça, le bioparc, il a 55 ans et pour nos 50 ans, mon père a voulu adopter un nom qui ressemblait à ce que nous avions créé avec une équipe passionnée et le parc de la vie, ou le bioparc, représente nos valeurs et notre engagement au quotidien. Alors la vie des animaux et la vie familiale aussi, ce qu'on va regarder des images qui datent, elles sont pas si vieilles, elles sont de 2013 à peu près, on voit les 4 générations de Gay, la famille qui l'a fondée, votre grand-père, Louis, qui a démarré ici même en 1961. Tout à fait, il était passionné d'animaux, de nature, et il avait ce besoin de s'occuper de ces animaux, et il a trouvé ce lieu extraordinaire à Douai-la-Fontaine, un site troglodytique. Et alors au fil des générations, votre père, avec lequel on parlera dans quelques instants, et vous-même, vous l'avez transformé. Est-ce que justement vous êtes obligé de tenir compte de l'architecture des lieux, qui est très particulière, parce qu'ici, il y avait la mer, alors pas la semaine dernière, mais il y a quoi? Il y a 6, il y a 20 millions d'années. Exactement. Ce site troglodytique, il est unique au monde, et on voit bien derrière nous les strates de cette roche, le falin, c'est un calcaire coquillier, qui s'est déposé. Il y a plein de sédiments. Il y a plein de sédiments, c'est ça. Et c'est une roche friable que l'on peut creuser. Et donc nous avons un grand plaisir à aménager dans ces espaces des lieux de vie le plus naturel possible pour les animaux que nous recevons. C'est particulier parce qu'en fait vous bâtissez à l'envers. En général quand on bâtit, on monte vers le ciel, vous descendez, vous creusez. Exactement, on procède par soustraction, un peu comme Gilles Clément avec le jardinage. Mais ici les mauvaises herbes, elles ont leur utilité et cette notion de nature, on y est très attaché. Par-delà la nature, par-delà l'histoire familiale et son poids éventuel, est-ce que le poids géographique joue? Est-ce que vous ne vous donnez pas le droit de faire n'importe quoi avec ce lieu? Oui, tout à fait, on ne peut pas. On est amoureux du lieu. Ça a commencé avec mon grand-père, mon père puis moi-même. Et on a un grand respect pour ce site, comme les animaux que nous hébergeons. Et c'est parce qu'on est amoureux de ce lieu je pense qu'on le fait évoluer dans la bonne direction depuis 55 ans. Alors on voit derrière vous, là, juste en face, là au-dessus de votre tête, il y a un gros vautour derrière vous. C'est les fantômes de l'Himalaya. C'est un espace dévolu aux vautours et aux panthères. Ça n'a pas été de tourpeau d'amener les vautours ici? Non, en effet, c'est assez sportif, mais c'est toujours un moment très excitant. On vous voit courir après, là, sur les images. C'est toujours un moment très excitant lorsqu'on déplace les animaux pour les installer dans un nouvel espace, parce qu'ils étaient déjà chez nous. Et là, l'idée, c'était vraiment de leur offrir un espace vaste, très ensoleillé toute l'année, pour optimiser les conditions de reproduction et pouvoir réintroduire les poussins dans la nature. Alors derrière vous, il y a quelques personnes du public qui attendent la prochaine animation. Vous vous souciez d'abord du bien-être animal quand vous creusez, quand vous aménagez un lieu, en même temps du bien-être humain des visiteurs, ou ça passe vraiment au second plan? Alors d'abord les animaux, parce qu'ils sont là, nous nous en occupons au mieux, c'est notre premier objectif. Mais évidemment, le plaisir des visiteurs, il ne faut pas l'oublier. Mais ce n'est pas du tout un paradoxe. C'est conciliable. C'est conciliable, exactement. L'idée, c'est d'aménager un lieu de vie de qualité, et la qualité de confort pour nos pensionnaires et d'accueil pour les visiteurs et également pour les équipes qui travaillent au quotidien avec ces animaux. Ouais, 35 salariés, je le disais en démarrant cette émission. C'est un lieu économique, forcément. Il y a un droit d'entrée qui est 21 € pour un adulte. C'est quoi? C'est considéré comme cher pour un zoo ou pas? Eh bien après, tout dépend de la bourse de nos visiteurs, mais ça correspond au vrai prix de ce parc. Et c'est une entreprise commerciale, nous n'en avons pas honte, et cela signifie aussi que nous tournons sans aide publique. Il n'y a aucune aide, totalement indépendant. Oui, complètement. Donc l'idée, c'est bien de présenter un site qui peut de manière durable bien évoluer et offrir cette qualité de rencontre entre l'homme et l'animal. Donc vous ne faites pas de l'argent sur le dos des animaux, vraiment, c'est pour leur bien-être que vous demandez cette somme? De manière démagogique et simpliste, oui, on peut faire ce raccourci-là, mais en l'occurrence, oui, on se fait aussi de l'argent sur le dos de nos visiteurs qui viennent et qui payent ce droit d'entrée. Ils participent aussi, on parlera de la conservation après. Dans une part du billet, il y a une partie dévolue à la conservation. Oui, exactement. On en parlera dans une autre partie de l'émission avec votre père. Les animaux, c'est bien, la promenade, il y a des beaux lieux. On a parlé du falin, on a parlé des allées ombragées et tout ça. Néanmoins, il faut des animations, il faut faire vivre le lieu. Ça ne suffit pas, il faut toujours faire plus. C'est d'abord un lieu de vie, c'est ça. Et encore une fois, de rencontres, on a des messages à transmettre pour sensibiliser l'opinion publique à l'importance de cette biodiversité, qu'elle soit animale ou végétale.
Et les animations nous permettent de pouvoir aborder les différentes thématiques tout au long de l'année. Alors animation, c'est quoi? C'est scientifique. expliquer le menu des animaux, expliquer la façon dont ils se reproduisent. Alors tout d'abord, nos soigneurs sont des animateurs et peuvent partager au quotidien leur passion vers le public et transmettre justement tout ce qui fait la richesse de leur vie. Ensuite, il y a des artistes qui nous rejoignent et qui peuvent être sculpteurs et qui vont travailler devant le public et sortir on des les voit animaux. travailler, on a des images là, de gens qui viennent de Bali ou encore des pièces de bois. Des Nigériens qui viennent sculpter. Et puis on voit d'ailleurs ces sculptures que vous mettez ensuite au croisement des allées dans votre parc. Oui, c'est un milieu, je crois, riche et qui doit permettre aux visiteurs de s'évader et de passer un agréable moment en compagnie de ces animaux. Ouais, certains ont aménagé par exemple des lodges, je pense à vos voisins du zoo de la Flèche dans la Sarthe, où on peut passer une nuit ou deux dans une sorte d'hôtel avec une verrière et puis derrière on voit des panthères ou encore d'autres animaux. Ça, c'est pas du tout votre credo? Je pense qu'on peut le faire de manière qualitative, c'est ce qu'ils font, mais on a évidemment aussi des valeurs différentes d'un établissement à l'autre. Ce qui est important, c'est en effet les conditions dans lesquelles on mène ces activités économiques. Et dès lors que l'on respecte l'animal, nos visiteurs et les équipes qui travaillent au quotidien, je pense qu'on fait bien notre boulot. Le zoo des Sables d'Olonne en Vendée vous appartient également. Oui. Autre philosophie, car autre lieu, ou autre lieu, autre géographie, mais même philosophie. Alors la philosophie est la même, mais le site est très différent. C'est un parc qui fait 3 hectares, donc on ne peut pas se permettre de présenter des grands animaux. Et petit à petit, les espèces, ces grands animaux, s'effacent au détriment d'espèces plus petites. Il faut évoluer, les parcs sont voués, bien heureusement, à c'est évoluer. Vivant, donc on évolue. C'est vivant et à donc grandir comme notre époque le veut exactement. Merci beaucoup François Guay. Je rappelle que vous nous accueillez, vous êtes chez vous, vous êtes le co-directeur du bioparc de Douai-la-Fontaine, Douai en Anjou, puisqu'il faut s'adapter maintenant à la nouvelle géographie des lieux. Merci beaucoup. Alors un zoo, ça se visite en vrai, sur le terrain, la preuve, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais tout le monde ne peut pas forcément y aller, ou en tout cas pas tous les jours. Eh bien France Télévisions, heureusement une fois de plus, est là pour remédier au problème en vous offrant une série que vous connaissez peut-être d'ailleurs, qui s'appelle Une saison au zoo. Ça se passe au zoo de la Flèche, dont on parlait il y a un moment, avec François Guay, c'est dans la Sarthe. C'est une série diffusée sur France 4 du lundi au vendredi depuis 3 ans et on y voit le quotidien des animaux entre eux comme au contact de leurs soigneurs ou encore des visiteurs, et c'est un vrai succès populaire parce que grâce à vous on atteint parfois des pics d'audience de 700 000 téléspectateurs et le public peut être amené, et ça c'est original, à y participer, à devenir soigneur d'un jour. Et bien figurez-vous que c'était le rêve de Clara. Vous allez voir, c'est une petite fille à l'accent charmant qui adore les animaux et a pu s'occuper d'eux durant quelques heures. Clara est sur le point de réaliser son rêve. Depuis des mois, elle ne pense qu'à ce moment, la rencontre avec les animaux et le personnel du zoo de la Flèche qu'elle regarde chaque jour à la télé. Depuis le mois de janvier, je sais que je vais venir ici, donc j'étais trop impatiente. Je suis fan des animaux, des soigneurs, du zoo, tout simplement. C'est trop bien. Et attention. C'est une grande nouveauté, le zoo permet à certains visiteurs de voir l'envers du décor et surtout de mettre la main à la pâte. Si tu l'as comme ça, c'est plus difficile. Tu fais comme ça, tu viens appuyer et ça ramène plus de choses. Le programme varie selon les envies. On peut par exemple nourrir les singes. Voilà, tu laisses bien, le temps qu'il analyse. Ou encore nettoyer les enclos, des lions blancs ou des grizzlies. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est apaisant, c'est bien. Oui, ils sont trop mignons. Poser toutes les questions imaginables à tous les corps de métier présents, tout en étant au plus proche des animaux. Une immersion totale dans les coulisses d'un des 5 plus beaux zoos français. C'est mignon. Pour offrir cette activité soigneur d'un jour à sa fille, Sylvie a dû casser sa tirelire. 350 € pour toutes les deux, rien que pour cette matinée. On a mis 750 km pour venir, il a fallu gérer le logement. Ensuite, le coût de l'activité, l'entrée au zoo, puis la boutique au zoo. Tout ceci représente un coût, mais ça serait à refaire, on le referait. Et c'est magique. On a eu énormément de demandes depuis ces 3 dernières années, du fait de l'émission d'une saison zoo sur France 4. Depuis que cette émission paraît sur le petit écran, ça a donné envie à plein de personnes de vouloir découvrir les coulisses du parc et de pouvoir se mettre dans la peau d'un soigneur le temps d'une demi-journée. En seulement 15 jours, le parc animalier a enregistré pour cette toute nouvelle offre plus de 300 réservations. Le zoo de la Flèche n'a donc pas fini de surfer sur la vague du succès.
Il surfe, le zoo de la Flèche, mais ça a tout de même un coût, puisque pour un enfant accompagné d'un de ses parents, eh bien c'est 280 € pour devenir soigneur durant quelques heures. Muriel Arnal, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ici dans cette carrière du bioparc de Douai-la-Fontaine. Vous êtes présidente de One Voice, une association qui existe depuis 1995, qui compte 12 personnes à temps plein, on va dire, et 15 000 adhérents, et qui défend la cause animale. On va dire ça comme ça. Tout à fait. Pierre Gay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le papa du monsieur qu'on vient de voir juste avant vous. Si je me rappelle vous bien, êtes le co-directeur donc, de ce bioparc de Douai-la-Fontaine, donc, qui a été, comme on l'a évoqué, bâti par votre père, Louis, en 1961. Muriel Arnal, comment est née votre association? Tout est parti d'un éléphant qui vous a un petit peu choqué, dont le traitement vous a choqué durant votre enfance? Oui, enfant, j'étais très sensible à la captivité aux animaux sauvages et je rêvais que tous les animaux des zoos, des cirques, puissent être accueillis dans des sanctuaires. Et j'ai croisé un éléphant petite qui m'a beaucoup choquée dans un camion et je me suis dit, ça sera le combat de ma vie. Et j'étais inspirée aussi par Diane Fossé, qui pour moi est vraiment... Qui s'occupait des gorilles. Qui s'occupait des gorilles et qui s'est battu et qui a donné sa vie pour eux et qui pour moi est un exemple et qui reste une inspiration. Un dernier mot sur les cirques. Donc vous aimeriez que les cirques, d'une manière générale, ferment leurs portes définitivement, qu'il n'y ait que des numéros de clowns et de jongleurs? On ne veut pas que les cirques ferment leurs portes, on veut simplement qu'ils arrêtent d'exploiter les animaux. On veut qu'ils arrêtent de maintenir des animaux dans des camions-cages, qu'ils arrêtent de les dresser. Et par votre action, 50 villes aujourd'hui ne les acceptent plus, c'est ça? Plus de 50 villes, je crois que nous sommes à 52 aujourd'hui. Bon. Pierre Gay, est-ce qu'avoir des animaux, alors on oublie les cirques, on va revenir sur les zoos ou les bioparcs, c'est vraiment un moyen de sauver des espèces? Ça a une réelle utilité? Alors, je sais pas, ça a toujours une utilité. Si on prend l'histoire, les zoos, ça a d'abord été des ménageries destinées aux grands de ce monde qui voulaient montrer leur puissance. Ensuite, après la Révolution, on a essayé de montrer une faune sauvage au bon peuple. Et puis, on a donné à ces parcs zoologiques, au cours du XXe siècle, une mission d'éducation. Et depuis très peu de temps, quelques dizaines d'années, leur a confié une mission de conservation, mais face à la dégradation de l'environnement et aux menaces qui pèsent sur la faune dans le monde entier. Ça veut dire que sans les zoos, certaines espèces auraient déjà disparu? Alors, quelques espèces, mais c'est une mission vraiment qui se développe actuellement et c'est une mission clairement confiée aux parcs zoologiques de sauvegarde de certaines espèces menacées. Il y a combien d'espèces menacées aujourd'hui dans le monde? Des milliers. Des milliers. On sait que toutes les espèces animales sont en train de décroître de façon dramatique aujourd'hui. Ouais. Les zoos, les parcs animaliers, ce ne sont pas des lieux que vous fréquentez souvent. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Nous leur reprochons de chosifier les animaux, c'est-à-dire que les gens paient pour aller voir des animaux captifs. Et malheureusement, la chosification des animaux ne permet pas d'éveiller au respect. C'est d'ailleurs tout l'objet de l'arrêté delphinarium que vient de prendre Ségolène On en parlera Royal. après delphinarium, puisqu'on a un monsieur qui travaille dans un delphinarium, ce sera la deuxième partie du débat. Tout à fait, mais le fondement, c'est que pour sauver les animaux, il faut les respecter, il faut protéger la biodiversité, il faut les protéger sur place, in situ, protéger leur territoire. Mais les deux ne sont pas incompatibles? Les zoos ne sont pas incompatibles, mais malheureusement, ils présentent une image... les gens paient pour venir voir des animaux captifs, de toute façon. Mais pas maltraités. C'est pas facile d'être captif, c'est pas facile. Après, il y a différents grades, il y a différents états, exactement. Il y a des zoos qui louent des animaux. Les pandas, par exemple, dans notre zoo, sont en location. Ça chosifie totalement ces animaux-là. Et c'est un vrai problème. Il y a des zoos qui présentent des spectacles de cirque. Qu'est-ce que ça envoie comme message? Ici, Pierre Gay, il n'y a pas de perroquets qui courent sur des petits vélos, il n'y a pas de choses comme ça chez vous? Non, parce qu'on a été... En fait, moi, on m'a imposé ma passion, si je puis dire. Mon père a créé un zoo. On est Aveyronais, restaurateur dans la famille. Et on m'a imposé ça, j'avais 9 ans. Et j'en ai fait ma passion tout doucement. C'est venu doucement. Et c'est venu aussi du fait qu'un jour, mon père m'a fait confiance. Je lui ai dit, j'aime pas trop ce que tu fais. Il m'a dit, fais-en ce que tu veux. Je suis quelqu'un de positif et j'ai essayé de faire quelque chose de positif avec ce que j'avais. Et je voyais pas ces animaux retourner à la nature. C'est impossible. Les animaux qu'on trouve dans les zoos aujourd'hui sont les descendants d'animaux capturés, récupérés avant la période coloniale, souvent, donc qui ont été abandonnés. Beaucoup sont morts sans se reproduire. Et quelques-uns parmi tous ces individus confiés au parc zoologique se sont reproduits, ce sont les ancêtres de ceux qu'on a aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de positif avec ces animaux? J'ai eu la chance de rencontrer au début de ma carrière des gens passionnants, Gérald Durel à Jersey, le directeur de la Société zoologique de New York, Conway, de l'Ernou en France, qui était aussi un précurseur. Et ces gens m'ont fait expliquer ce qu'on pouvait faire avec des animaux captifs, puisqu'on les a en captivité, qu'ils s'y reproduisent et qu'ils peuvent servir d'abord, encore une fois, l'éducation, ensuite la conservation. Mais est-ce que quand Mme Arnal dit on les chosifie, est-ce que vous vous sentez concerné? Moi je fais tout pour pas être concerné, c'est aussi un combat familial et quotidien. On essaie vraiment de donner à nos animaux des conditions les plus naturelles possibles.
La captivité, c'est pas du tout ma tasse de thé, si je puis le dire comme ça. Mais je pense que, encore une fois, j'ai ces animaux en charge, j'essaie d'en faire quelque chose. Et depuis maintenant pas plusieurs dizaines d'années, on essaie de soutenir des projets de conservation pour que ces animaux qui sont ici. Alors, on va voir les images. Les images de girafes que vous suivez au Niger, par exemple. Elles étaient peu nombreuses en 2001 quand vous avez initié ce projet de sauvegarde. Il y en avait ensuite 49 en 1996, 93 en 2001, 176 en 2003. On en est à combien aujourd'hui? 502 au dernier comptage. Mais... Donc c'est quelque chose qui marche. Oui, mais alors là c'est intéressant parce que vraiment j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré il y a une trentaine d'années, qui a créé une association de protection des panthères des neiges et elle m'a dit si vous voulez agir sur une espèce menacée, occupez-vous des gens. La nature est malade de l'homme. Et Muriel l'a évoqué tout à l'heure. Et donc pour ces girafes, on n'a jamais rien fait sur les girafes. On s'occupe des gens, on cherche à trouver de l'argent. Donc vous faites du microcrédit pour que les gens aient de l'eau dans leur village pour parler simplement, pour foutre la paix aux girafes. Pour qu'ils comprennent que la girafe leur amène du bien-être plutôt que des misères. Quand les zoos servent à ça, c'est plutôt bon signe. Ce qui est dommage, c'est qu'il faille maintenir des animaux en captivité pour pouvoir avoir le financement pour des projets de conservation in situ. Nous, ce que nous souhaiterions, c'est que les zoos deviennent des sanctuaires et qu'il y ait des projets, bien sûr comme celui des girafes, pour les girafes, in situ, bien sûr, mais financés sans maintenir aucun individu captif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces animaux existent, ils sont là, ils ne sont pas forcément réintroductibles, ils ont appris une autre... Enfin, je veux dire, c'est plus tellement dans leur ADN que de vivre en pleine nature. Tout à fait. Non, mais oui, pardon, allez-y. Allez-y. Non, tout à fait. Mais il y a aussi un nombre important de zoos qui fait reproduire les animaux, qui en euthanasie, entre guillemets, qui se débarrassent du surplus. Et ça, c'est absolument inacceptable. Aujourd'hui, à l'heure où on connaît assez bien les animaux pour arrêter de les exploiter de cette façon. Que les animaux qui sont captifs soient mis dans les meilleures conditions, certes, mais qu'il n'y en ait plus qui naissent et plus qui soient exploités de cette manière-là. Vous vouliez dire ? Il y a un cas célèbre d'une girafe qui a été euthanasiée, qui a été abattue aux eaux de Copenhague. Moi j'étais contre, tout à fait. Le jour où ça s'est su, j'ai arboré pendant une chemise girafe. Mais ça c'est une conception des pays du Nord. Ils trouvent ça tout à fait normal. Ils ne considèrent pas... Je pense que c'est un problème philosophique. Vraiment, réellement, ils ne considèrent pas les animaux comme on les considère nous-mêmes. C'est un peu compliqué. Ça a été un débat très compliqué au sein de la communauté zoologique européenne. C'est vrai que ça serait formidable que vous puissiez prendre position en France, parce que ça existe encore en France. On a retrouvé dans des laboratoires des singes nés dans un zoo. Et ça date de 2013, donc c'est récent. Donc il y a des ventes pour l'expérimentation animale, il y a des euthanasies d'animaux, il y a encore du dressage dans certains zoos. Et on aimerait beaucoup que la communauté des zoos prenne position par rapport à ces problématiques. Alors je crois qu'elle a pris position, parce que je suis à l'origine de la création de l'association des parcs zoologiques européens. J'ai vraiment été au tout départ. Et qu'on vient, il y a quelques jours, quelques semaines, 2 ou 3 semaines, d'exclure un parc zoologique français qui a pour la première fois depuis des dizaines d'années, installé un spectacle de cirque dans l'intérieur. C'est le seul zoo européen qui avait un spectacle de cirque, il a été exclu de l'EASA. Il est à quel endroit celui-là ? Près de Metz. Dans l'Est. Comment on mesure le bien-être animal ? Parce que Madame Arnal dit on les chosifie, ils ne sont pas forcément heureux et tout. Comment ça peut se mesurer, se quantifier, se décoder ? Ça peut pas de toute façon, ça ne peut pas se mesurer à l'aune de la reproduction. Les lions et les tigres se reproduisent en cirque depuis toujours, donc c'est pas ça le bien-être animal. Non, moi j'ai l'impression d'être un naturaliste, donc j'essaie de donner aux animaux qu'on conserve ici des conditions qui se rapprochent de celles que je vois et que j'observe dans le milieu naturel. Mais je pense que il y a un travail scientifique à faire. Non, je n'aurai pas de réponse. On va demander à Muriel. Il y a combien de naissances chaque année ici ? Plusieurs centaines, mais encore une fois ça dépend beaucoup ce qu'on considère comme des naissances. Il y a des groupes d'oiseaux qui vont produire 60 poussins dans l'année, et puis un rhinocéros ça reproduit tous les 15 mois et globalement tous les 3 ou 4 ans, donc c'est difficile de compter ça en nombre de naissances. Ouais. Le bien-être animal c'est vraiment au cœur de votre combat. Comment vous faites ? Vous allez voir les zoos, vous êtes caché, vous faites de la caméra cachée, vous envoyez des émissaires qui sont moins connus que vous, comment vous faites ? On travaille au niveau européen, au niveau international avec des experts et on essaie de faire évoluer la connaissance. Et nous sommes ravis par exemple que le zoo de Détroit aux États-Unis ait dit qu'il y a des espèces animales maintenant qu'on les connaît, qui n'ont rien à faire en captivité parce qu'elles supportent très mal la captivité, comme les éléphants, comme les ours polaires, comme les grands singes. Et c'est vrai que donc les choses sont en train d'évoluer et nous espérons que ça va continuer. Ce qui fait beaucoup souffrir aussi les animaux, c'est la séparation. C'est-à-dire que pour des raisons de reproduction, parce que les zoos doivent maintenir leur cheptel, ils séparent les groupes. On les prive de la compagnie des autres. Exactement. Et un animal va être expédié comme un panda qui arrive de Chine par exemple, ou d'autres, parce qu'ils sont considérés comme des reproducteurs avant d'être des individus. Et c'est ça que nous contestons. Comment vous avez
réagi quand vous avez traversé ce bioparc pour venir jusqu'à nous? Parce qu'entre l'entrée et ici, il y a quand même quelques centaines de mètres. Vous avez eu de la pitié pour ces animaux? Vous vous êtes dit finalement, ils ont l'air heureux, ils ne sont pas maltraités? Je regarde peu parce que je ne suis pas très à l'aise dans les endroits de captivité. Maintenant. Mais la façon dont M. Gay vous présente la philosophie de son parc, ça vous touche ou pas? Oui, la philosophie de personnes qui ont hérité d'un endroit et qui essaient de porter la parole, c'est formidable. Bon, on est bien tombé. Maintenant, nous espérons qu'il y aura des prises de position vraiment officielles en France, comme c'est le cas par exemple pour le zoo de Détroit, parce qu'il y a des choses qui ne sont plus tolérables, comme par exemple la présence des animaux dans les cirques, comme la présence d'animaux dans certains zoos qui sont vraiment en souffrance. Nous sommes là pour les animaux qui souffrent. Ouais. Alors, il y a des contrôles, vous êtes contrôlé. On parlera en fin d'émission avec M. Boisselot, qui est de la DDPP, Direction départementale de la protection des populations. Ce sont des contrôles que vous craignez? Ah, pas du tout. Non, heureusement. Non, mais on a ici 2 vétérinaires qui travaillent en étroite relation avec leurs collègues, bien sûr. Alors, encore une fois, moi, je m'exprime en mon nom, enfin, au nom de mon entreprise, et on a essayé toujours de faire les choses de façon exemplaire, mais je ne suis pas non plus l'aune pour mesurer à tous les autres parcs zoologiques. Mais effectivement, on n'a aucun souci avec nos autorités de tutelle, bien sûr. Bon. Réintroduire, c'est pas forcément possible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à part sanctuariser, parce que ces animaux existent une nouvelle fois? Écoutez, en Inde, nous avons eu un projet de sauver les ours de la danse des ours. Nous avons ouvert des sanctuaires. Les ours sont dans des sanctuaires. Nous avons la cellule anti-braconnage qui empêche le braconnage de cette espèce qui n'existe qu'en Inde. Il est possible d'avoir des sanctuaires qui sont visités par le public, mais qui sont là pour les animaux. Donc le paysage, tout est aménagé pour eux. Et j'y crois, et je crois que je verrai ça en France un jour. Vous parlez du public, on voit les suricates à Planète Sauvage qui sont en train d'être nourris. Il faut bien évidemment qu'il y ait des revenus pour s'occuper des animaux, donc le public vient. Et comment vous expliquez, je le disais en préambule en commençant cette émission, systématiquement les zoos, les parcs animaliers, au moins en Pays de la Loire, sont dans les 5 sites les plus touristiques les plus visités de leur département. Donc ça plaît, il y a une demande. Il y a une demande, les gens sont de plus en plus coupés de la nature. Donc il y a une demande de contact avec la nature et de renouer avec la beauté de l'animal. On vit dans une société violente, très individualiste, et ça qui calme, est très ça difficile. apaise les animaux. Et se relier à la beauté de la nature, c'est important. Mais on peut s'y relier simplement en se promenant en forêt, en écoutant le chant des oiseaux et en acceptant qu'on ne verra pas forcément d'animaux. Parce que les animaux, ils ne sont pas là à notre service pour nous divertir. Ils sont là... Ils n'ont pas d'horaire pour sortir, pour sourire au public. Exactement, ils sont là, mais simplement apprécier le chant des oiseaux. Les oiseaux sont en train de disparaître. Apprécier une mésange et l'observer, ce bonheur-là. Ce bonheur, il est gratuit. Là, les oiseaux sont à ciel ouvert. S'ils veulent partir, ils peuvent. Et vous savez, ce que j'ai vu en rentrant ici, ce sont les oiseaux qui sont en liberté. Les petits Donc vous vous êtes moineaux. dit finalement les zoos, c'est pas mal. Et je me suis dit, cela, là, voilà, j'ai croisé des animaux heureux. Un bon point. Le terme de bioparc, on en parlait tout à l'heure avec François Gay, c'était quoi? C'était aussi pour mettre un petit peu les écologistes ou les naturalistes un petit peu dans votre poche? Je suis naturaliste, je me considère comme naturaliste, j'ai plein de potes dans ce périmètre-là, je vais dire. Non, j'avais envie de ça parce que je trouvais que notre équipe et moi-même, on essayait vraiment de faire beaucoup d'efforts pour se rapprocher de la nature. Et ce que vous disiez, je suis complètement d'accord avec vous. Nous, on adore ce mélange entre la nature sauvage, celle qui est locale, et celle que nous avons sous notre garde. Si vous allez voir les rhinocéros, le parc des rhinocéros, il est vivant. Il est vivant de par les rhinocéros qui sont présentés, et il est vivant de par les oiseaux qui vivent ici, les corbeaux, les corneilles, les pigeons, les aigrettes, les ronds garde-bœufs qui viennent se poser dans l'enclos et qui viennent enrichir la présentation. Ça m'intéresse beaucoup aussi, ça. Merci beaucoup, Pierre Gay, pour ce que vous venez de dire et puis de nous recevoir une nouvelle fois. Muriel Arnal, vous restez avec moi parce qu'on va parler des delphinariums. Je sais que ça vous tient à cœur également. Et justement, parce que le 6 mai dernier, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, désormais ex-ministre, prenait un arrêté visant à modifier un précédent arrêté de 1981 à propos des delphinariums, ces bassins situés dans des parcs animaliers ou de loisirs dans lesquels des dauphins évoluent souvent devant le public. Des dauphins en captivité qui, selon des associations de défense des animaux, seraient malheureux. Si c'est le cas avec ces mesures, seront-ils plus heureux? C'est ce que nous allons voir. On va en parler avec nos invités. Mais d'abord, en quoi consiste cet arrêté? Voyons cela avec Sandrine Gabet. C'est l'une des attractions phares de Planète Sauvage, la cité marine dédiée aux dauphins depuis 2009. Des milliers de visiteurs s'y pressent chaque année pour voir évoluer un groupe de 8 grands dauphins nés en captivité. Ces cétacés, toujours partants pour une pirouette, font ces dernières années l'objet de polémiques récurrentes. Depuis 2011, 4 mammifères, dont un delphino, sont morts de maladie
ou sous les coups de leurs congénères. Pour les défenseurs de la cause animale, c'est leur captivité même qui est à l'origine de ces décès prématurés, car ces animaux n'ont pas choisi de vivre ensemble. Selon les spécialistes des cétacés, dans le milieu naturel, des groupes de dauphins se forment au gré des affinités, et quand agression il y a, l'animal peut s'enfuir, car il a de l'espace. C'est évidemment impossible en bassin. Le gouvernement donne aujourd'hui raison aux associations de protection des animaux. Un arrêté ministériel publié début mai au journal officiel interdit désormais la reproduction des cétacés détenus en France, de même que les échanges avec d'autres bassins. 4 parcs animaliers, dont Planète Sauvage, sont directement concernés par cette mesure. Un coup dur pour les delphinariums qui, à terme, seront contraints, faute d'animaux à exhiber, de renoncer à ce type d'animation. En attendant, ils ne seront pas dispensés de faire des travaux d'amélioration des conditions de vie des dauphins. Il leur faudra d'ici 3 ans disposer d'un bassin d'au moins 2000 m², créer des espaces d'eau mouvante type cascade pour éviter l'ennui et la frustration des animaux, des symptômes de mal-être souvent dénoncés et désormais reconnus. Voilà, il y a donc 4 delphinariums en France, un en Outre-mer, à Mooréa, en Polynésie, et 3 en métropole, le parc Astérix dans l'Oise, le Marineland d'Antibes dans les Alpes-Maritimes et celui de Planète Sauvage en Loire-Atlantique, d'où vous venez, Martin Boy, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre, vous êtes responsable scientifique de ce parc Planète Sauvage. C'est ça. Si cet arrêté demeure, il a été signé par le précédent gouvernement, je ne sais pas si le nouveau gouvernement va tout de suite se jeter dessus pour à nouveau le modifier, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire chômage, on ferme les parcs, c'est terminé? Tout d'abord, cet arrêté, il vient remplacer un arrêté de 81 qui était complètement obsolète et qui ne représentait pas l'évolution des parcs zoologiques et des delphinariums. En termes de taille de bassin notamment ou de choses comme ça. Voilà, donc ça remet un petit peu les choses en diapason avec les progrès qui ont été faits. La grosse surprise, effectivement, auquel on ne s'attendait pas du tout, c'était cette interdiction de la reproduction. Donc l'arrêté vient de tomber, il va falloir un petit peu qu'on lise le texte attentivement pour voir exactement ce que ça implique pour nous. Maintenant, les dauphins, c'est une espèce parmi les 250 qu'on peut découvrir à Planète Sauvage. Oui, mais on est là pour parler des dauphins. Ça veut dire que vous êtes prêts à agrandir vos bassins, à faire des vagues pour les occuper. Par contre, la reproduction, c'est le gros problème, ça. Vous êtes condamné si cet arrêté demeure. Mais comme ça apparaissait un petit peu en filigrane. Parce que vous avez 8 dauphins actuellement. Oui, 8 dauphins, dont 2 qui sont nés l'année dernière, 2 jeunes, Amani et Nouma. Ce qui apparaît en filigrane, c'est que les zoos ont des animaux qui se reproduisent et on gère un petit peu tout ça au sein d'un groupe européen, c'est-à-dire qu'il y a 280 dauphins en delphinarium. Maintenant, ce que cet arrêté implique pour ce programme de surveillance d'observation et ce programme à caractère scientifique, ça va être un petit peu dans les jours qui viennent. Vous êtes inquiet ou pas? C'est cette nouvelle-là de la reproduction. Déjà, moi, au premier chef, pour être au contact de ces animaux au jour le jour, ça m'inquiète pour eux. C'est-à-dire qu'on leur retire un comportement qui les occupe, on va dire, 40 à 50% du temps. Les dauphins sont des animaux qui ont des comportements de cours très développés. C'est un gros enjeu dans les groupes de dauphins, la reproduction pour eux. Donc on leur retire ça. Donc pour moi, on leur enlève quelque chose de très important pour leur bien-être. Vous entendez cet argument? Ou au contraire, vous dites super, première victoire, et étape suivante pour qu'ils ferment? On s'est battu de tout notre cœur pour arriver à l'interdiction de la reproduction et des échanges. Et parce que c'est vrai qu'à terme, c'est la fin de la captivité des dauphins, qui de toute façon, c'est vrai que la reproduction est quelque chose en plus pour eux, mais ce sont des animaux auxquels la captivité interdit de nager en ligne droite. Ça paraît bête, mais c'est tellement naturel. Mais là, si les bassins sont plus grands, ils pourront nager en ligne droite? Non, ils ne feront pas 50 km par jour et ils ne nageront pas en ligne droite. Ce sont des athlètes. Interdiction de plonger aussi. Ils ne peuvent pas plonger en profondeur. Ils ne peuvent pas socialiser avec des êtres et des individus qu'ils choisissent. Là, on leur impose... Voire d'une autre espèce. On leur impose aussi la reproduction et ils ne choisissent pas leur partenaire. Et la reproduction, c'est une chose, mais de toute façon, elle est déjà contrôlée en bassin. Elle est contrôlée puisque c'est choisi. Il y a aussi de l'insémination artificielle. Et les dauphins sont des êtres extrêmement évolués, comme les bonobos et comme les humains, qui... On arrive en 3e position. Qui ont... Non, mais pour essayer d'avoir une comparaison, qui ne font pas que se reproduire, ils font l'amour. Ils ont des interactions sexuelles. Et ça n'est absolument pas... ça ne va pas s'arrêter. C'est simplement qu'à un moment, hélas, il faut stopper la reproduction des animaux de façon à ce que la captivité s'arrête.
Vous entendez cet argument? Le but, j'imagine, je comprends, votre but est de faire fermer nos structures. L'argument que ça ne va pas être un problème pour ces animaux qui sont en parc, pour empêcher la reproduction, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit on sépare les mâles des femelles, soit on utilise, comme pour l'homme, des contraceptifs chimiques. Et ça implique des choses sur le comportement même des animaux. Donc c'est là où c'est très gênant. Mais il n'y aura pas de renouvellement. S'il y a de la contraception, il n'y aura plus de reproduction, mais après il n'y aura plus de renouvellement. Bien sûr, les dauphins, ils vont vieillir. C'est des animaux qui ont une espérance de vie très longue, notamment en bassin. Et comme la plupart des animaux de parc, ils vont vivre plus longtemps dans nos structures parce que vétérinaires, parce que pas de danger par rapport à la prédation ou autre. Mais le fait, quand Mme Arnal dit qu'ils ont besoin d'espace, qu'ils ont besoin d'aller loin, ça vous l'entendez ça? J'entends surtout qu'ils ont besoin de passer des journées à faire beaucoup de choses. J'entendais plein de choses que je vois tous les jours dans les bassins, la richesse sociale, la vie entre eux. Elle est aussi riche dans nos bassins qu'en milieu naturel. C'est-à-dire des études scientifiques très sérieuses. C'est pas moi, c'est des études scientifiques très sérieuses qui le montrent. Écoutez, la Cour suprême de Wallonie, par exemple, a dit que la captivité était incompatible avec la dignité des animaux. Donc, il faut voir maintenant, ce sont des êtres extrêmement complexes. Là, ils sont entre des murs de béton, ils ne peuvent pas être libres de leur mouvement. Utiliser tout leur potentiel. Ils s'ennuient et de toute façon, la reproduction aujourd'hui est contrôlée parce que sinon, il pourrait y avoir des incestes puisqu'il y a des petits avec leur mère. Donc la reproduction aujourd'hui est contrôlée. Donc ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, ce qui va changer, c'est que ça va s'arrêter, qu'on a des animaux qui, d'après nos statistiques et nos experts mondiaux, ce sont des experts mondiaux qui témoignent au niveau des tribunaux, disent clairement que l'espérance de vie est plus courte en bassin. Il y a beaucoup d'animaux qui meurent et ils sont. Alors il y a eu des morts chez vous. Mais il y a eu un mort à l'automne dernier, il y en avait eu un en 2015, il y en a un qui a été blessé, il y en a un qui a pris le bébé qui est mort a pris un coup de la part d'une femelle qui voulait attaquer sa mère, chose qui ne serait peut-être pas arrivée au large où il aurait pu fuir. Il y a une naissance, une seule, qui a été filmée en milieu naturel, c'est en 2013 au large des États-Unis. Dans les 2 minutes, ça prouve à quel point c'est dur de les observer, dans les 2 minutes, vous avez d'autres dauphins qui viennent et qui attaquent le petit tout de suite. Il faut comprendre aussi que, par exemple, quelqu'un comme Walt Disney nous a présenté les animaux sous un jour un petit peu humanisé, mais le monde sauvage est difficile. Et ça se passe aussi comme ça dans nos structures. Donc en fait, ils sont préservés chez vous. Et ils sont préservés, puis il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est tout l'aspect scientifique. C'est-à-dire que ces animaux-là sont une source de connaissances incroyables pour découvrir des choses. On a découvert chez nous, par exemple, que les dauphins ont un sens magnétique. Avant, à l'origine des delphinariums, on a découvert qu'ils avaient un sonar. Personne ne le savait avant. Ça, on ne le savait pas quand ils étaient au large. Et c'est impossible à démontrer au large. Donc, la science avance. Oui, mais ça, c'était il y a 10, 15 ans, 20 ans. Les aimants, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, on connaît assez bien ces animaux pour savoir qu'il faut les étudier en liberté. Ce sont des animaux extrêmement complexes. Est-ce qu'on irait dire on va étudier des humains et on va aller dans les prisons? Donc vous voulez que cet arrêté aille plus loin? Vous allez faire pression sur le nouveau gouvernement pour que ça ferme définitivement? Écoutez, je viens d'apprendre que Nicolas Hulot a été nommé ministre de l'Environnement et c'est une formidable nouvelle parce qu'il nous a soutenus dans ce combat. Il a pris position contre les delphinariums et contre la captivité des dauphins. Donc pour nous, simplement, respecter l'arrêté. Et moi, je dis à Martin Boyd, rejoignez-nous et ensemble, installons les dauphins dans des sanctuaires marins. Le mot de la fin? Sincèrement. Le mot de la fin, je pense qu'à 80%, notre souci premier, c'est le bien-être animal. Donc on se rejoint là-dessus. Maintenant, les animaux sont chez nous, ils sont essentiels pour mieux défendre ceux qui sont en milieu naturel, les dauphins comme tous les animaux de parc, et c'est pour ça que je fais ce travail. Merci Martin Boyd, responsable scientifique donc de Plaine Sauvage en Loire-Atlantique. Merci Muriel Arnal, présidente de One Voice, association qui défend la cause animale. Alors les animaux d'un parc animalier ne sont pas tous dans une carrière comme celle-ci, celle qui est derrière nous. Ils peuvent être dans l'eau, on vient de l'évoquer. C'est le cas notamment de ceux qui sont présentés en Loire-Atlantique au Croisic à l'Océarium. Certains y sont élevés puis ensuite réintroduits en milieu naturel, d'autres y sont à demeure et parfois, comme les hommes, ils déménagent. Myriam Engener et Vincent Reynal. 17 ans, qu'elle coulait ici des jours heureux. Forte de ses 120 kilos, Alice va déménager. Elle avait besoin d'espace un peu plus important que ce qu'elle n'avait, ce qu'on pouvait lui proposer. Donc on a un confrère qui était très heureux de l'accueillir. L'opération est rare pour un tel spécimen. Le transfert soumis à une législation très stricte. Alice est une tortue kawan, espèce protégée parce que menacée d'extinction. Les tortues marines, comme pas mal d'animaux marins, c'est les premiers animaux à être impactés par les plastiques. On entend beaucoup parler des plastiques dans les océans.
Et ces tortues-là mangent des méduses et prennent donc les sacs plastiques pour des méduses et en meurent. Donc ça va permettre, nous, de préciser notre discours de protection pour ces espèces sensibles. Des aquariums toujours plus orientés vers des actions de préservation et de sauvegarde des espèces. L'Océarium du Croisic est devenu un lieu d'élevage. Hippocampes, roussettes ou encore homards, la nurserie ne désemplit pas. La larve, elle est toute petite, elle ne fait que 5 mm au départ. Elle est nourrie avec du plancton et donc elle va grandir quand même assez vite, puisque dans sa première année de vie, notre petit bébé homard, il va multiplier sa taille par 10. Des homards réintroduits chaque année en milieu naturel, à la différence des requins gris qui naissent ici très régulièrement et rejoignent d'autres établissements. On évite dans des ponctions dans le milieu naturel, ça c'est clair. On est capable aussi, via la reproduction, d'en connaître mieux sur la biologie des animaux. C'est très très compliqué d'étudier, sur du long terme le milieu naturel. Et l'avantage des milieux protégés, c'est qu'on peut étudier et la croissance et la biologie, le comportement des nouveau-nés sur une période relativement longue, et ça c'est très intéressant. Scruter également le comportement des raies. Ce nouveau bassin présente la plus importante collection d'Europe. Voilà, retour sur le plateau d'enquête de région ici au cœur du bioparc de Douai-la-Fontaine dans le Maine-et-Loire. Alors beaucoup d'enfants émettent un jour ou l'autre l'idée de travailler dans un lieu comme celui-ci ou alors de devenir vétérinaire. Malheureusement pour eux, peu accèdent à leur rêve. Eh bien Romain Potier a réussi lui à faire de son rêve sa passion puis son métier. Il passe d'un zoo à l'autre, il passe non pas du coq à l'âne mais plutôt de l'oiseau à l'ours et il intervient le jour où nous l'avons suivi au zoo de la Boissière du Doré en Loire-Atlantique sous les yeux de Thierry Bercot et Daniel Le Floch. Une fois par semaine, Romain Potier vient faire ses visites au zoo de la Boissière du Doré. Les animaux sauvages, c'est la spécialité de ce vétérinaire. Ce jour-là, le programme est chargé. Une femelle gibbon donne des signes de fatigue. Romain doit l'examiner et pour l'endormir, il prend les grands moyens. C'est un peu disproportionné, mais j'ai pas mon pistolet. On a une serbacane ou des pistolets de taille plus modeste pour flécher les animaux qui sont plus proches ou dans des endroits un peu exigus. Mais bon, là j'ai été obligé de faire avec. J'ai que mon gros fusil avec moi aujourd'hui. Un quart d'heure plus tard, l'anesthésiant finit par produire son effet. Le singe de 12 kg est transporté dans une salle d'opération située un peu plus loin. Il va être examiné sous toutes les coutures. Cette femelle gibbon siamang est assez vieille puisqu'elle arrive sur ses 29 ans. Et là on lui fait un petit check-up parce qu'elle a eu un petit coup, ce qu'on appelle un coup de mou chez nous. Elle a perdu un bébé, elle a eu beaucoup de bébés chez nous. Et du coup voilà, on fait une vérification qui est nécessaire aujourd'hui. Pose de cathéter, auscultation cardiaque, prélèvement de sang et même échographie du ventre. Tout y passe pour essayer de comprendre ce qui arrive à ce primate. L'examen clinique, j'ai rien de vraiment déterminant. C'est juste un animal qui est un peu maigre. Donc on verra si son bilan sanguin est normal pour poser un diagnostic, ça nous aidera beaucoup. Pas le temps de s'apitoyer sur le sort de Noémie. Un jeune antilope attend de se faire vacciner. Après un échange rapide avec les soigneurs, Romain décide d'intervenir sans endormir le bovidé. Quelques piqûres et c'est fini. Le juvénile peut aller se consoler auprès de sa mère. Direction à présent vers une autruche qui a des problèmes de gestation. Les soigneurs l'ont isolée pour que Romain puisse l'ausculter. Le diagnostic ne laisse aucun doute. Ça va, autrement, on va être que deux. Oui, cette autruche, elle a des œufs, en fait elle a un mal de ponte, elle a des œufs dans l'utérus qu'elle n'arrive pas à expulser. C'est quoi les risques pour la mère? Qu'un œuf éclate, que l'utérus se déchire, que l'utérus se torde, que tout ça s'infecte. Ouais, les risques sont pas négligeables, hein. Donc c'est pour ça qu'on surveille quand même. Dans un zoo qui comporte près de 1000 animaux, pas question de chômer. Le suivi médical, c'est une affaire d'équipe, mais la meilleure garantie de santé, c'est encore la prévention, une bonne hygiène et une alimentation équilibrée. La prévention, sécurité, il va en être question à présent avec Didier Boisselot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la protection des populations de Maine-et-Loire, DDPP, protection des populations animales, humaines. D'abord les populations humaines et aussi les populations animales, puisqu'on s'occupe de l'hygiène alimentaire pour l'homme, de la fourche à la fourchette. C'était anciennement la DAS.
Non, anciennement les services vétérinaires. Très bien. Bon, ça veut dire qu'un zoo comme celui-ci, vous qui êtes à Angers, vous venez le contrôler régulièrement? Oui, il est contrôlé régulièrement. Et vous cherchez quoi? Eh bien, on s'assure d'une part que les animaux sont bien enfermés en termes de sécurité pour le public, puisqu'il y a des animaux dangereux ici. Alors ça tombe mal pour les vautours, qui sont à l'air libre. Donc, ils ne sont pas dangereux. En ce qui concerne, donc, il y a également la santé, bien sûr, de ces animaux. Et puis également les conditions de logement, donc leur bien-être et le respect de leurs besoins physiologiques. En fait. Alors le bien-être, c'est difficile, on en a parlé avant avec un des co-directeurs de ce bioparc. Comment vous mesurez le bien-être animal? Comment vous l'estimez? C'est difficile. Il y a une chose qui est suivie, en fait, c'est de savoir si, d'abord, ils ont des comportements physiologiques et s'ils n'ont pas de tics, en fait, s'ils n'ont pas d'anomalie comportementale. Voilà, des choses contagieuses qui pourraient ensuite transmettre à d'autres? Non, c'est un signe d'ennui, en fait. D'accord. Donc ça, ensuite, ça peut être préjudiciable pour leur santé? Oui, voilà. Donc ils ont des tics, en fait, des comportements parce qu'ils s'ennuient. Donc on essaie de les occuper de façon à ce qu'il n'ait pas tendance à avoir ces comportements systématiques. Puisqu'on est près des volatiles, là, qu'est-ce que vous faites en cas d'épisodie, en cas de grippe aviaire, par exemple? Alors, en ce qui concerne l'aspect sanitaire, on fait d'abord de la prévention. C'est-à-dire qu'on essaie de protéger que les problèmes sanitaires ne rentrent pas. Donc il y a beaucoup de mesures d'hygiène, on appelle ça la biosécurité. Et puis ensuite, eh bien, il y a une surveillance. Il y a un vétérinaire ici. Et donc, il est chargé de surveiller la santé des animaux avec les soigneurs. C'est-à-dire qu'on peut mettre certains en quarantaine pour les préserver? Alors les quarantaines, c'est surtout pour les animaux nouveaux entrants, parce que c'est quand même un milieu plutôt fermé, et donc on essaie de ne pas rentrer n'importe quel animal, que des animaux qui ont un statut sanitaire reconnu. Mais autrement, effectivement, la surveillance des symptômes, du bon état de santé, s'ils mangent bien, s'ils boivent, enfin voilà. Et deuxièmement, lorsqu'il y a des anomalies comportementales, eh bien, le vétérinaire doit faire son métier. Et soit dire c'est simple, c'est quelque chose de banal, ou alors se poser des questions plus graves lorsqu'il y a des maladies graves qui traînent dans le secteur. Ouais, quand un nouvel animal doit être accueilli, vous intervenez aussi? On n'intervient pas, il y a des règles en fait, si vous voulez. Il y a des règles de quarantaine, il y a des règles aussi concernant l'origine de ces animaux et les documents qui doivent les accompagner. Ça veut dire qu'il y a des pays qui exportent des animaux, il est interdit de les accueillir ici? Bien sûr, oui. Quel exemple? Bien la rage notamment peut empêcher d'importer des animaux de certaines origines géographiques ou alors avec des règles très très particulières, voire des règles de protection, chez le chien par exemple de vaccination. Ouais, on en vient au public, vous vérifiez aussi la sûreté des enclos, oui, c'est un élément les sorties essentiel. de secours, vous venez avec les pompiers, comment ça se passe? Alors c'est un élément essentiel du contrôle d'un zoo, la sécurité du public, donc il y a des normes. Il y a des normes concernant la solidité finalement, le maillage des grillages, la solidité des enclos. Des règles concernant les sas de sécurité pour rentrer dans les enclos des animaux dangereux et beaucoup de règles concernant la formation du personnel de façon à ce que le personnel, d'une part, assure sa propre sécurité, évite les risques d'évasion des animaux, notamment en surveillant la végétation, par exemple, et puis également la surveillance du parc pour que les visiteurs ne soient pas exposés. Il y a notamment des obligations réglementaires de recul pour qu'il n'y ait pas de risque de contact, qu'un animal ne puisse blesser à travers les grillages, par exemple, un visiteur ou un gamin. En quel cas vous pourriez être amené à fermer un enclos, à faire fermer un zoo? Je pense que les fermetures, c'est pas fréquent. Ça serait effectivement quelque chose qui ne garantisse pas la sécurité, qu'on découvre, qui est quelque chose de grave en termes de sécurité. Et quand il y a eu un accident grave, par exemple ici il y a 20 ans, il y a un enfant qui est mort accidentellement, le zoo a été mis hors de cause, il y a un soigneur qui a été blessé il y a quelques années, vous intervenez à ce moment-là? Bien sûr, ce qui est très important dans les accidents, quels qu'ils soient, dans tous les domaines, c'est qu'il y ait des retours d'expérience. Et c'est des retours d'expérience collectifs, c'est-à-dire qu'un accident qui se passe ici va profiter à tout le monde en France, même dans le monde. Je veux dire, on a une vision très élargie de ce type de retour d'expérience pour tirer les enseignements d'un accident pour éviter qu'il ne puisse se reproduire. Merci Didier Boisselot. Je rappelle que vous êtes DDPP, directeur de la protection des populations de Maine-et-Loire. Donc si vous voulez venir vous promener dans un parc zoologique, eh bien monsieur Boisselot pour le Maine-et-Loire, ses collègues pour les autres départements sont là pour veiller à la sécurité des animaux, certes il nous l'a expliqué, mais également à la vôtre. Merci à vous. Alors les zoos sont systématiquement, on l'a évoqué dans cette émission, parmi les 5 sites les plus visités en termes de touristes dans chaque département des Pays de la Loire. Ils ont donc un réel poids économique absolument pas négligeable, mais présenter des animaux ne suffit pas, il y a également des règles qu'il faut respecter, il faut notamment intégrer des notions éducatives et aborder aussi le thème de la conservation. Jean-Marc Lallier. Parmi les parcs d'attractions, les parcs animaliers sont presque en haut du tableau.
avec un chiffre d'affaires globalement en progression depuis de nombreuses années. Ils représentent une part importante de l'économie régionale. En Pays de la Loire, en 2015, les 9 premiers zoos et aquariums totalisent environ 1,5 million d'entrées. Le prix moyen pour une entrée par adulte est environ de 15 €. À cela, il faut ajouter plusieurs euros au prix du billet pour les dépenses de restauration et les produits dérivés. Sous la pression des associations de protection des animaux et d'une directive européenne de 2004, les parcs zoologiques ont la nécessité de justifier leur activité de présentation d'animaux en captivité par autre chose qu'un but commercial. Les parcs animaliers multiplient les activités éducatives et de conservation des espèces appuyées par des scientifiques. Les zoos deviennent un espace d'apprentissage, de loisirs et de découverte. C'est sans doute là une des clés pour le développement commercial de ces parcs zoologiques. Voilà, vous êtes toujours sur Enquête de région spéciale zoo. On a parlé d'un grand espace comme celui-ci, 15 hectares. Il y a des zoos plus petits, notamment Aspet, dans la Sarthe, tout près du Mans, 6 hectares. On essaie de rivaliser aussi en montrant des animaux originaux pour attirer le public et parler là également de conservation. Reportage Cécile Claveau et Marc Ivard. Cécilia, 12 ans, vient au zoo de Spey pour la 4e fois. À chaque visite, la rencontre avec les perruches est un émerveillement. Je trouve ça super bien parce qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir être aussi près des animaux. Être au plus près des animaux, c'est l'une des stratégies choisies par le Specific Zoo. Avec un chiffre d'affaires de 430 000 € par an, soit 20 fois moins que certains grands zoos de la région, ce parc animalier doit se démarquer pour attirer les visiteurs. Alors Emmanuel le gérant a eu sa petite idée, permettre au public d'être en immersion avec les espèces comme ici, les lémuriens. Il mange bien aussi les granulés. En fait, l'avantage de ce granulé, c'est à la fois un plus au niveau émotionnel pour le public et un plus pour les animaux parce qu'ils ont cet espace, ils ont le choix de venir ou pas. Ce zoo rassemble 800 animaux sur 6 hectares. Faute de place et de moyens financiers, pas question d'accueillir des lions ou des girafes. Ce sont les espèces rares qui sont privilégiées, comme ces chiens de prairie, grande nouveauté de cette année. Le chien de prairie, c'est un animal qui est intéressant parce que c'est une petite marmotte, c'est très actif, c'est dynamique, c'est assez mignon, donc c'est un animal qui est attractif pour le public. Merci bien. Bonne visite. On est tranquille dans les allées, là c'est assez calme, donc c'est ça qui nous intéressait. Pour les petits enfants, c'est très bien. Après, on peut pique-niquer. Il y a des petites animations. Par rapport aux grands zoos, où on paye vraiment très cher, là, on n'a pas eu un coût excessif. Ouais. Moins de 40 € pour une famille avec 2 enfants. Depuis la reprise de cet espace de loisirs en 2003, Emmanuel a réussi à doubler son chiffre d'affaires et le nombre de visiteurs. En 2016, 40 000 personnes ont été accueillies. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette édition Enquête de région sur les zoos. J'espère que vous en savez plus sur le sort des animaux dans les zoos. Si vous n'aimez pas les zoos, continuez de regarder les reportages à la télé sur les animaux sauvages. Sinon, venez vous y promener, 16 parcs animaliers en Pays de la Loire. Et n'oubliez pas, tout ce qui est à savoir est sur France 3 Pays de la Loire. Très belle fin de soirée.